19h-20h, en direct sur France Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tribune Nord. Toute l'actualité foot. Christian Palka, Maxime Lictefoot. Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et son Facebook et sur celui également de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Pas Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais. Voilà, Tribune Nord, l'émission où on revisite l'actualité footballistique du week-end, co-animée par votre serviteur et par vous, Maxime Lictefoot. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Alors ils seront avec nous autour de la table ce soir en tant qu'intervenant fidèle au poste, Jean-Marc Devray de France 3. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. On aura aussi Benoît de Covovillé, Médiacité et France Bleu Nord. Bonsoir. Tony Giaquinto, ancien joueur et directeur sportif du LOSC. Bonsoir à tous les footballeurs. Et enfin Cédric Van Goten, agent de joueur. Bonsoir. Et Christian, quel est le programme de l'émission ? Alors au sommaire, la reprise du championnat après la trêve internationale. Alors une reprise encourageante pour Valenciennes, mitigée pour Lens et un tantinet inquiétante au vu des matchs à venir du LOSC. Et comme d'habitude, pour traiter ces sujets, on commence avec vous, Maxime Lictefoot, et on commence avec Valenciennes et puis avec les stades de Valenciennes. On est en direct à la radio, mais comme toutes les semaines, on est aussi en direct sur les pages Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et de France Bleu Nord. Comme d'habitude, vous commencez à en avoir l'habitude. Voilà, ça fait répétition. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire les remarques, les critiques et toutes vos questions pour alimenter les débats. Mais avant cela, les traditionnels cartons. Tribune Nord, les cartons. Le principe des cartons qu'on n'oublie pas en début d'émission, Christian, ça ne change pas. Un bleu pour le coup de cœur de la semaine, un rouge pour votre coup de gueule de la semaine. Christian, honneur à vous autour de la table. Quelle couleur de carton ? Alors c'est un rouge. J'allais donner un bleu à Edith Zieck, le président de Valenciennes, parce que vous avez vu qu'il n'y a pas une gifle. Mais ça aurait peut-être été mal perçu à Valenciennes. Alors je donne un rouge à Béziers, au club de Béziers, parce que c'est les dirigeants de Béziers, le personnel d'encadrement, nous qu'on redoute un petit peu des fois dans les stades, qui a mis une gifle, un des comment on appelle ça, un des gardes-barrières, stadier, si c'est le mot. Un stadier, ouais, mais moi j'appelle pas ça un stadier, j'appelle ça des gardes-barrières. Une gifle à Edith Zieck, mais déjà, on se rappelle aussi que déjà Béziers avait eu mal à partir avec Lens, notamment avec la pelouse. Lens est venu, n'a pas pu jouer, a dû revenir, et Béziers n'avait pas été très accommodant. Alors voilà, carton rouge à Béziers, le promu. Jean-Marc Devray de France 3, votre carton. On va encore parler de Valenciennes. J'ai décerné un carton bleu au VAFC pour son Black Friday qui était très réussi vendredi. C'est d'abord le matin Edith Zieck qui passait devant la Direction nationale du contrôle de gestion, donc le gendarme financier du football français, qui voyait avaliser son budget, échapper à la rétrogradation administrative à titre conservatoire. Qui était redouté. Voilà. Bon, certes, avec une masse salariale encadrée, mais c'est finalement un moindre mal. Et puis, le soir, c'était les joueurs qui confirmaient leur bon résultat du derby en obtenant un bon match nul à Béziers où c'est jamais facile de jouer. Donc une bonne journée à tous les niveaux pour Valenciennes vendredi dernier. Cédric Van Goten, votre carton. Un carton bleu à Dunkerque, le seul club de la région qui a gagné ce week-end. Et puis plus généralement, parce qu'ils sont dans une opération sauvetage, qui sont bien partis, on peut espérer les voir l'année prochaine encore en national, même si je l'ai déjà dit ici. Je pense que un vrai club du littoral qui joue à Calais dans un stade qui a coûté cher, qui coûte encore cher et qui sert plus, serait le seul moyen de monter en Ligue 2 et de se maintenir pour plusieurs années. Tony Giaquinto, ancien joueur et directeur sportif du LOSC, votre carton cette semaine. Carton bleu, Eden Hazard. C'est rare, hier en regardant le Canal Football Club, il était interviewé par Hervé Matou qui lui a demandé si on pouvait le revoir en Ligue 1. Il a dit, parce que Paris, il dit, j'irai jamais à Paris. Bon, ça, faudra voir avec le temps. Il dit, si je reviens en Ligue 1, c'est avec le LOSC. C'est au LOSC. Bon, c'est quand même rare avec la mentalité des joueurs aujourd'hui. Je vais pas me faire que des amis. De voir qu'il y a quand même certains joueurs qui ont la reconnaissance de leur club formateur, à l'inverse du petit Toulousain, dont j'ai oublié le nom, je ne vais même pas m'en rappeler, qui à 17 ans n'accepte pas un premier contrat professionnel dans son club formateur, à des conditions qui n'ont jamais été faites par le club de Toulouse. Pour des joueurs aussi jeunes. Ben moi je dirais à ce petit joueur, dégage. Et merci Eden. Eden Hazard, c'est pas pour rien quand même. Hein. Non, mais il a dit, si le LOSC n'a pas les moyens, ben, je ne terminerai pas ma carrière en L1. D'accord. Voilà. C'est Lille ou rien après. Il sera peut-être au Real ou à Barcelone. Lille ou rien. Voilà. C'est bien. Ça c'est bien. Benoît de Covovillé, votre carton. Oui, moi j'ai longtemps réfléchi. C'est un carton savamment mûri, mais
Voilà, je vais donner un carton rouge à Mike Maignan, le gardien du LOSC. Encore parce que je trouve que quand on a du tempérament, quand on a une position bien particulière avec son entourage, qu'on est sûr de soi, que peut-être on ambitionne d'un jour d'être le 3e gardien de l'équipe de France, C'est moi qui avais émis l'hypothèse. Oui, mais je pense qu'il y pense aussi, on se doit d'être décisif. Et quand je regarde Nice-Lille, il n'est pas décisif, ce garçon. Alors vous allez me dire, il peut rien sur le premier but de Cyprien. Moi, je pense que si, en anticipant différemment, il peut l'arrêter. Il peut rien sur le deuxième, si aussi. Donc voilà, au carton rouge à Mike Maignan. Quand on veut être un grand, on commence déjà par être un grand sur le terrain. D'accord, ça marche. Et bien, le dernier carton, le mien, c'est également un carton rouge, alors avec une petite tonalité internationale, puisque voilà, je voulais donner un gros carton rouge, mais vraiment très très rouge au football argentin, à ses dirigeants pour le match de ce week-end qui n'a pas pu avoir lieu. Vous en avez peut-être entendu parler. River Plate, Boca Juniors, les deux clubs rivaux de la même ville à Buenos Aires, ils étaient en finale. C'était la finale retour, parce que ça se joue en aller-retour entre Boca et River de la Copa Libertadores, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Il y avait eu 2-2 au match aller à Boca et le match retour n'a pas pu se faire puisque le bus de Boca a été caillassé par des supporters entre guillemets de River Plate. C'était quand même assez grave. Alors certes, l'itinéraire du bus était très bizarre, les débordements en tout cas sont inacceptables. Il y a eu flashball, gaz lacrymogène, des joueurs de Boca qui ont été blessés, 2 ont été transportés à l'hôpital. Un chaos total. La Fédération sud-américaine de football a essayé d'insister pour que le match soit maintenu le samedi en le décalant, mais au final les deux clubs ont été d'accord pour ne pas jouer. Et voilà, pour l'instant il y aura réunion demain en Uruguay pour savoir si le match retour se jouera et puis pour savoir quand et où. Tribune VAFC, Christian Palka, Maxime Lichtevoet. Alors on commence c'est la Ligue 2, on inverse. Aujourd'hui on commence avec la Ligue 2 et on commence à Valenciennes qui jouait vendredi. Et comme l'a dit Jean-Marc, belle performance de Valenciennes à Béziers, il fallait lui faire un match nul. Je trouve que d'abord c'est le club qui s'en sort le mieux parmi nos 3 clubs, c'est le club qui s'en sort le mieux. On s'inquiétait un petit peu il y a quoi un petit mois, on s'inquiétait beaucoup même pour Valenciennes. On peut toujours s'inquiéter. Ouais, mais ça va quand même un peu mieux. À signaler, avant de venir, j'ai regardé le classement. Attendez, à signaler que c'était pas, ça n'a rien à voir, mais c'était pas Réginald Rey qui était sur le banc, c'était Nicolas Rabuel. L'ancien. Je crois que la semaine dernière j'avais mis match nul, non ? Ouais, on en reparlera dans le paquet en fin d'émission. J'ai regardé les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Si ils ne trouvent pas une assise défensive, ils vont descendre. Ouais. Ils ont pris c'est la plus mauvaise défense. Tu peux pas t'en sortir. Bon, ils ont une attaque qui est. Mais ils n'ont pas pris de but. Ils n'ont pas pris de but 0-0. Non, on fait un partout. Un partout. Alors, ils sont assez compétitifs. Un petit mot sur le buteur valenciennois, Robaille. Oui, qui enchaîne. Je ne me cache pas que ils ont loupé un pénalty. Par Tony Mauricio. Si Valenciennes s'en sort, ce sera en partie grâce à Gaëtan Robaille et à Mauricio, même Sébastien Roudet, bien évidemment. Et au gardien. Et au gardien, parce qu'il les sauve aussi un petit peu vendredi. Il a eu des tout le monde. Les deux Roudet ont pris plus de Robaille, plus de 20 buts. Et juste un mot, je suis d'accord avec Tony, la défense et le catastrophe. Attendez, on va aller sur les stats. Sur les stats de Valenciennes. Vous avez pris la parole pardon. Non, il n'y a pas de problème, Tony, il n'y a pas de problème. Juste pour vous donner cette petite stat, alors elle va peut-être vous paraître un peu bête, mais Valenciennes vient d'enchaîner 2 matchs de championnat sans défaite. Et c'est seulement la 2e fois de la saison que ça leur arrive. La dernière fois, c'était suite à leur très bon début de saison, entre guillemets, avec 2 victoires et un match nul. Donc ça remonte à août. Ça fait 3 matchs sans défaite, là. Ouais, ça fait 3 matchs sans défaite, mais ça remonte à début août. Pour que Valenciennes enchaîne 2 matchs sans défaite. Donc c'est quand même à souligner. Valenciennes, pour que tout le monde ait bien le classement en tête, reste quand même assez mal en points. 16e, avec seulement 16 points, à 2 longueurs d'avance sur le barragiste Sochaux, mais on l'a dit, Valenciennes marque avec Robaille notamment. C'est la 3e meilleure attaque de Ligue 2, à égalité avec Lens qui est bien mieux classé. Alors voilà, ce match nul, on va en discuter. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un bon résultat compte tenu du contexte ? Est-ce que c'est dommage d'un point de vue comptable parce que Valenciennes aurait pu faire un très gros bond en classement ? D'ailleurs, j'aimerais voir sur les réseaux sociaux des supporters de Valenciennes qui nous reprochent un petit peu qu'on parle plus de Lens et de Lille que de Valenciennes, et que Valenciennes est toujours à la queue. Là c'est devant, hein. Voilà. On l'a mis devant. Ce sera noté.
Alors, puisqu'on en est au terrain des statistiques, je vais faire mon Maxime Victevout. Là, j'ai les statistiques du match proprement dites. Ouais. Elles sont assez curieuses quand même. Puisqu'on voit que, par exemple, la possession de balle était nettement en faveur de Valenciennes, avec quasiment 60% de possession de balle. Et que par contre, le nombre de tirs est carrément de l'autre côté. 13 tirs du côté de Béziers et 4 seulement du côté de Valenciennes. Et 6 tirs cadrés à 3. Donc vous voyez, ça donne un match qui a quand même été assez bizarre. Et donc qui fausse un petit peu l'image générale qu'on a du VAFC. Le fond de jeu de Valenciennes, moi, n'a jamais... Valenciennes, quand Valenciennes veut, je trouve qu'ils ont un fond de jeu quand même. Hein. Ouais, ça fait jouer au football. Ils ont un fond de jeu, ils ont un trio offensif, on l'a dit, et puis ils ont des joueurs qui arrivent. Ils ont des gabarits très complémentaires. Allez-y, Tony, le technicien. Tacticien ou technicien? Les deux. 29 buts encaissés. Oui, ça fait 58. Là. Ça fait 20, ils vont jouer Paris FC, ils en ont encaissé 13, ils ont marqué 9 buts et ils sont 4e. Ça veut dire qu'en football, quand tu veux vraiment être productif au point de vue classement, c'est pas en marquant beaucoup de buts, c'est surtout en prenant pas beaucoup. Oui. Et là, aujourd'hui, ils ont fait un bon résultat. Béziers, c'est jamais facile d'y aller à Béziers. Dans ce coin-là de la France, c'est pas facile de ramener des points. Ils l'ont fait, c'est bien. Mais pour moi, j'attends confirmation. Et bon, ils ont la chance d'avoir, et le bonheur d'avoir une attaque qui est quand même assez compétitive, avec Roudet, Mauricio et Rebaille. Ça a l'air pas mal. Et après, derrière, si tu prends 3 buts, ils vont pas marquer 4, hein. Alors, on va soulever. Donc, s'ils solutionnent pas ce problème, contre Lens, ils en ont mis 4. Non, mais on va soulever. Contre Lens, ils en ont bien mis 4. Oui, mais ils feront pas toutes les semaines. C'est vrai. Tony, on va soulever le problème. Alors, Tony, vous, Benoît, vous avez fait plusieurs fois Valenciennes. Oui. Qu'est-ce qui va pas dans la défense? Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas, peut-être tactiquement, peut-être que Damien Perkis, c'est un bon gardien. Son coach l'a sorti à un moment donné. Bon, c'est que c'était pas si extraordinaire que ça. Non, mais après, prendre des buts, c'est pas toujours à cause des défenseurs. C'est un ensemble de ça suppose que les attaquants se replacent, ça suppose que les milieux de terrain y courent. Il n'y a pas que les défenseurs dans mon propos. Mais il y a un problème. Pour quelle raison il y a un problème. Tu ne peux pas prendre après 13 journées avoir pris 29 buts. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Moi, je vois déjà, c'est qu'une petite explication parmi d'autres, mais c'est vrai qu'il y a des absences qui marquent, notamment au niveau de l'expérience. Loïc Nestor n'a pas le rendement des années précédentes. Et puis surtout, on l'a peut-être pas assez dit, il manque quand même sur blessure Ahmed Kantari, qui est quand même un joueur d'expérience, de qualité. Ouais. Et là encore, il était absent. On a vu, il est souvent blessé malheureusement, et il était du derby. Et là, on a vu tout de suite le résultat, quoi. Donc, Benoît, de quoi vous voulez? Ouais, si je peux me permettre, Lens avec Cantari prenait beaucoup de buts aussi. Hein. Bon, donc je suis pas certain que ce soit effectivement un défenseur de talent. C'est pas la seule explication, mais c'est dans son étude. Il peut stabiliser un peu la défense, il peut la sécuriser un peu. Quoi qu'il arrive, la doublette centrale de Valenciennes est à des années-lumière de celle de Lens. Radovanovic, Tarat, c'est nettement supérieur. Tarat qui était à Valenciennes, à mon sens. Mais messieurs, n'oublions pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, pour gagner un match de foot, il faut être plus malin que moi j'allais dire, il faut marquer un but de plus. Ou alors vous êtes hyper supérieur à l'adversaire, ce qui n'est pas le cas en Ligue 2. Je ne vois pas d'équipe nettement supérieure à l'adversaire. Ou alors faut être malin. Et quand Jean-Marc nous donne la statistique, 60% de possession de balle pour Valenciennes, est-ce bien nécessaire d'avoir la possession de balle à l'extérieur? Ça sert à rien du tout. Je ne sais pas. Tony va nous éclairer. Ça sert à rien. Vaut mieux mettre le ballon dans les 30 derniers mètres. Peut-être. Et puis mettre le ballon dans le dos des défenseurs adverses avec des attaquants qui poussent. À un moment donné, tout le monde veut jouer comme le Paris Saint-Germain ou comme Barcelone. Non. Et l'équipe de France a été championne du monde en ne s'appuyant pas juste un dernier mot. Sur une possession de ballon. Juste un dernier mot, Maxime. Il y a quand même un éditorialiste de renom qui a écrit après la Coupe du Monde en Russie, l'ère de la possession de jeu est terminée. Oui, mais il parlait peut-être des sélections nationales et pas seulement des clubs de deuxième division. Aujourd'hui, il y a des entraîneurs, et croyez-moi qu'il y a des entraîneurs très malins qui abandonnent systématiquement le jeu à l'adversaire. Ils ont 2 énormes points, une grosse pointe devant et 2 joueurs qui vont vite. Et ils sortent dans des schémas bien évidemment répétés, ils sortent très vite les ballons, ils vont vous en planter un en contre, et après ils défendent et les revenir. On a pas mal de réactions sur les réseaux sociaux de supporters valenciennes. Alors tout d'abord Christophe, qu'on va rassurer tout de suite, Christophe qui nous demande pourquoi il n'y a pas de maillot de Valenciennes accroché dans le studio. On s'y attendait, on l'avait un peu anticipé. Parce qu'on l'a pas eu. On l'a pas encore eu, mais on va l'avoir et on espère. Il est bloqué au Carrefour la semaine prochaine. Oui, voilà, il est bloqué. Et deuxième, c'est vrai que voilà, on aurait peut-être pu attendre de mettre une fois qu'on avait les 3 maillots.
Le message sera entendu par la direction de France Bleu Nord. Non, mais allez, on va dire la vérité. C'était pour savoir si vous regardiez bien sur le Facebook de France 3, Nord-Pas-de-Calais et notre Facebook à nous. Voilà, on constate que vous regardez. Louis aussi qui nous dit que c'est un bon résultat ce match nul à Béziers, notamment compte tenu de l'arbitrage. Alors pour expliquer un peu ce que veut dire Louis, en fin de match il y a une situation assez litigieuse quand même. Cédric Van Goten fait la moue, on vous donnera la parole juste après, mais on a eu un pied en avant quand même très très proche du crâne d'un attaquant valenciennois dont j'ai perdu l'identité, mais c'était une occasion qui aurait pu faire qu'on siffle un deuxième pénalty pour Valenciennes pendant le match. Avec le ballon qui était déjà un peu loin, et puis je vous dirais que si on avait marqué le premier pénalty, ils auraient gagné 2-1. Voilà, on peut refaire le match dans tous les sens et on y est. Bon, c'est dommage pour Mauricio. Oui, parce que quand même a fait un droit. Ça arrive à tout le monde de louper. Il en mettra d'autres, faut pas s'inquiéter, oui. Pendant que vous avez la parole, mon cher Cédric, vous qui êtes agent, donc vous êtes au courant de toutes les tractations qui se passent dans les clubs. J'aimerais bien. Où on en est alors à Valenciennes, j'en entends plus parler là. Patrick Partouche, tout ça, pour l'instant c'est stand-by, on n'entend plus parler de rien. Jean-Marc, vous avez des nouvelles, vous? Non, aucune. Non, on n'a pas de confidence du côté ni de Patrick Partouche ni de Edis Diack, que je vous rassure. Peut-être que la DNCG en a eu. Et ça peut peut-être expliquer certaines décisions de la DNCG de vendredi matin. Oui, Jean-Marc l'a souligné. Ça, c'est une belle, une belle surprise quand même. On s'attendait pas à ce que Valenciennes passe aussi facilement. D'autant que le président Edis Diack avait dit qu'il met une lettre d'intention certifiée, etc. Ouais. Non, il n'y a pas eu ça. Oui, non, je sais pas. S'ils ont été gentils et tolérants, c'est qu'ils ont des garanties pour le club de Valenciennes. Est-ce que vous pensez vraiment que la DNCG allait mettre le club de Valenciennes dans l'embarras? Parce qu'ils encadrent quand même, Jean-Marc l'a dit, la masse salariale, c'est pas anodin. Mais c'était déjà fait. Pour le prochain mercato, ça ouvre pas les portes non plus à refondre l'effectif. Mais moi, je pense que la DNCG a pas voulu mettre de bâton dans les roues d'Edis Diack. Monsieur Diack a dû dire, écoutez, je suis sur le point de vendre. De grâce, ça c'est possible. Ne compliquez pas la situation. Ne rajoutez pas la situation. De toute façon, dans quelques semaines, je serai parti. Il y aura un repreneur avec un nouveau projet. C'est vous qui dites ou vous avez des infos? Non, mais c'est évident. C'est évident. Alors voilà, moi j'ai essayé de contacter Monsieur Enguerrand Rochefort de la banque Rochefort et Associés, qui gère le dossier, la banque d'affaires à Paris, qui gère le dossier valenciennois. Ils veulent pas s'exprimer, mais j'ai quelques indiscrétions. Il y a quand même des gens qui ont consulté les comptes, qui s'apprêtent à faire des propositions. Ça vaut quelque chose, Valenciennes. Le club va être vendu. Le club va être vendu. Voilà. Peut-être pas Patrick Partouche, mais le club va être vendu. Donc, quel intérêt la DNCG avait à punir le VFC Gestion Diack? La DNCG, elle verra au mois de juin les comptes consolidés et le nouveau repreneur. On va demander aux auditeurs, je vous rappelle que vous pourrez agir sur les réseaux de France 3, sur le réseau social, le Facebook de France 3 et le nôtre. Vous pouvez agir. Est-ce que ça rassure les supporters? Savoir que le club va être vendu, que Edis Diack est prêt à vendre, c'est ce qu'on demandait. Bien sûr. Alors après, je ne sais pas si les internautes qu'on a là en ce moment ont des informations. En tout cas, on a David qui nous dit que Partouche ne rachètera pas parce qu'ils ne veulent pas mettre trop d'argent. Alors plus de 4 millions, c'est une somme avancée comme ça. Mais il y a déjà mis un petit peu. Il y a déjà mis un petit peu Partouche. Non, mais parce qu'il est actionnaire. Titre personnel. Non, mais il semblerait, si encore une fois mes infos sont bonnes. On va terminer après avec Valenciennes. Il faudrait environ 6 millions d'euros pour racheter les actions de la holding du club. Parce que, qu'on explique bien, il y a le club, la SAFP, VAFC, qui est détenu par une holding. Et c'est la holding que détient Monsieur Diack. Et il va faire une bonne affaire, Edis Diack, alors. Parce qu'il n'y a pas mis quand même pas. Il y a quand même, aujourd'hui, pour racheter les actions, l'intégralité des actions de la holding, ça avoisinerait les 6 millions d'euros. Mais ça veut dire qu'après, vous avez le club, il faut encore un peu plus d'argent pour assurer la vie courante. Mais vous ne me répondez pas à ma question. Il a fait une bonne affaire, Monsieur Diack. Il aurait fait une pas si mauvaise affaire que ça, si ça se solde par exemple à 6 millions d'euros. Voilà, donc ça lui est demandé au président de Monaco, aux Russes, au propriétaire de. Voilà. Non, mais ça file un tacle à la Tony John Pinto quand même. Non, mais si. Pour Jean-Raymond Legrand. Pourquoi alors De quoi parle-t-on S'il vend 5-6 millions d'euros, ça mettra un peu de baume sur sa joue. Je vous rappelle qu'il n'y a pas une baffe. 2 baffes.
Ah, je sais pas, je n'y étais pas, moi, si vous le dites, Voilà. c'est que c'est vrai. Allez, il est 19h24. Dans un quart d'heure, Maxime, c'est la revue du net. Autrement dit, l'actualité des réseaux sociaux. Vous allez parler de quoi? Eh ben, on reparlera d'Eden Hazard, comme Tony en a un peu parlé tout à l'heure au moment des cartons. On parlera du tirage au sort de la Coupe de France et Lens qui croisera une vieille connaissance face à Versailles lors du prochain tour. Et puis on parlera aussi de Coupe de France, mais féminine, avec les joueuses de Valenciennes. Tribune sang et or. Christian Palka, Maxime Lichtevoet. Allez, on revient. Deuxième thème, ça va être Lens, le 0-0 de Lens à domicile face à Grenoble, face au promu. Il y avait Valenciennes, c'est le hasard, hein, Valenciennes jouait chez le promu Béziers, et maintenant il joue sur le... et Lens recevait le promu Grenoble. Alors, autour de la table, Maxime Lichtevoet, France 3 Nord-Pas-de-Calais, Benoît de Cuveauvillé, Médiacité, France Bleu Nord, Tony Giaquinto, ancien joueur et directeur sportif du LOSC dans les années 90-95, Cédric Van Gotem, pas ancien joueur, ancien... Actuel agent. J'allais dire ancien gymnase, non, mais il y a quelqu'un dans sa famille qui est un grand gymnase. Ouais. Voilà, agent de joueur, et puis Jean-Marc Devray, France 3 Nord-Pas-de-Calais, et puis votre serviteur. Alors, on va passer. Alors, le deuxième thème, c'est, j'ai envie de dire, ça va être le même thème pour Lens et le LOSC. On va parler du LOSC en troisième, dans le troisième thème. Pourquoi Lens, qui marquait très facilement pendant les 7, 8, 9 premières journées, et depuis est à l'arrêt, il marque pratiquement plus de buts. Vous avez des stats, Maxime? Ouais, Lens qui est totalement à l'arrêt, on peut le dire, même si là ils ont fait un match nul, ils ont à nouveau fait un match sans marquer de but. Alors certes, il y avait eu 2 buts lors du derby face à Valenciennes, mais pas de but donc cette fois face excusez-moi, il me manque l'équipe contre Grenoble. Ils n'avaient pas marqué non plus contre Châteauroux, ils avaient difficilement marqué un but au Havre, donc on a vraiment une équipe lensoise qui est en difficulté. 3 défaites consécutives en championnat et là un nul. Alors 4 matchs sans victoire. 4 matchs sans victoire, c'est une dynamique qui est vraiment très compliquée, même qui est très inquiétante. Je me suis amusé à regarder dans tout le championnat de Ligue 2 est-ce que des équipes avaient une dynamique entre guillemets aussi mauvaise que celle de Lens sur les 5 derniers matchs. Donc on a une victoire, 3 défaites et un nul. Et il y a 3 équipes qui font entre guillemets c'est pas tout seul, aussi bien ou pire que Lens. Mais regardez qui sont ces 3 équipes, c'est là que ça prête un peu moins à sourire. Ces 3 équipes, ce sont le Red Star, Sochaux et Nancy, qui ne sont autres que les 3 derniers du classement. Et qui ont tous les 3 changé d'entraîneur. Voilà, donc c'est sûr que sur les 4 derniers matchs, Lens descend. Sur les 5 derniers matchs, Lens a une dynamique de relégable ou de barragiste. De spirale, je dirais plus. On a aussi une solidité défensive, certes en partie retrouvée. Là, il n'y a pas eu de but encaissé ce week-end, mais ça continue d'être très difficile devant. Beaucoup de maladresse, notamment Kiei, Diarra, Gomis, Ambrose. Ça ne marque plus comme en début de saison. 14 tirs ce week-end et seulement 3 de cadrés. Alors je me souviens, je répète, j'aime bien me répéter, c'est l'avantage de l'âge. Je me souviens que vous étiez pas là, Cédric, mais vous, Tony, et vous, Benoît, peut-être vous aussi, Jean-Marc, mais plus timidement, vous m'aviez un peu tensé quand j'avais osé dire coup de mou après 2 défaites. Vous m'avez dit coup de mou. Alors là, on parle. On ne va pas tirer sur l'ambulance après 2 défaites. Aujourd'hui, on peut. Non, mais quand je armer, peut-être pas tirer, mais on peut armer. Quand je disais coup de mou, alors la question, une défaite, ça peut arriver, ça arrivera à tout le monde. Mais quand les défaites se renouvellent et qu'on n'arrive pas à réagir, on peut se demander qu'est-ce qui se passe. C'est les mêmes joueurs, c'est le même entraîneur. C'est qu'il y a un vrai problème. Moi, j'ai connu ces situations-là en tant que joueur. Est-ce que c'est un problème physique ou un problème de groupe? Il peut avoir un peu de tout. Je veux dire, il y a un problème physique, j'y crois pas, parce qu'il y a eu la trêve internationale. Ils se sont reposés, ils se sont entraînés. Il n'y a pas beaucoup d'internationaux qui quittent le navire lensois lorsque c'est une trêve internationale, donc on peut faire travailler le collectif, aussi bien physiquement que tactiquement. Le gros problème, et pour avoir vécu ce genre de choses avec Lille, lorsqu'on voulait remonter impérativement, c'est que lorsque une équipe comme Lens qui veut grimper, qui veut regrimper, il ne faut pas qu'elle soit tributaire à 100% d'un Gomis.
Ouais, là, j'allais en Ou parler. d'un Voilà. Rose qui a un On peu va y en marqué venir, aussi. on va en venir. Ah oui, voilà. Gomis Le qui problème, marque- c'est qui marque c'est plus. le Rémois. Oui, mais que Gomis ne marque plus, ça peut arriver. Oui, oui. Nous, le match déterminant pour la montée contre Valenciennes en 83, Coste, il est bloqué par les défenseurs valenciennois. C'est Hervé Gauthier qui met les 2 buts. On avait à côté quelqu'un qui pouvait nous marquer un but. Eux, si tout repose sur Gomis, c'est pas bon. Donc, aux autres joueurs, à ses partenaires, de profiter peut-être du marquage serré qu'on fait sur Gomis, parce que l'entraîneur, dans sa coterie adverse, il dit attention, Gomis c'est le meilleur buteur, vous, marquez-le bien. Hein. Il ne faut pas le lâcher. mais il y a Ken C'est aux maintenant. autres. Il y a C'est aux Ken. autres il y a d'en Ambrose profiter. aussi. Et actuellement, ils n'en profitent pas. Donc c'est ça le problème, c'est de trouver un plan B pour marquer des buts si leur meilleur buteur Ouais. est bloqué comme en ce moment. Mais d'abord, il est plus en pointe, c'est souvent Kay maintenant qui est en pointe. Non, hein. enfin, Très bonne Kay, remarque, Christian Mais Palka. si Kay il marque pas, il faut pas le laisser en pointe. Ouais, hein, Il a eu du excuse, mal. hein. Il a eu du mal sur ce match-là, mais c'est quand même un petit peu Et compliqué. il a eu du mal toute la saison dernière à Reims. Hein. Ouais, il a marqué contre Trois Auxerre, buts, le hein. deuxième but pour Oui, la victoire oui. lensoise. Moi, ce qui m'embête un peu, Christian, c'est qu'on compare un match au Havre où Lens a été nullissime, une défaite à Valenciennes, où c'est surtout Valenciennes qui avait été extraordinaire devant, une défaite à domicile contre Châteauroux, où Châteauroux a eu une occasion à but, Ouais, c'est il quasiment fait le le hold-up jeu parfait. parfait, Et là, attendez, il y a quand même Gomis qui tire sur le poteau en première période. Ouais. Il y a quand même une tête de Tarat dans les arrêts de jeu extraordinaire sur Très un bien corner, sorti. sur un Très, corner très de bel Diarra où le gardien Maubleu fait un arrêt extraordinaire. Donc c'est compliqué de dire que Lens a perdu tous ses atouts offensifs. Zoka dans Attendez, 90 Cédric. minutes chez toi, on est- devant 25 000 Parlez pas personnes. tous en même temps. Je vais juste terminer un petit mot après Allez-y, chipoter. allez-y, Benoît. Philippe Non, vous taisez Hinsberger, pas. non mais sur le sujet, pour laisser parler mes camarades, rassurez-vous, j'ai du mal à me taire. Je prends beaucoup de place. Mais Philippe Hinsberger a donné la réponse. Oui, l'entraîneur de oui, Grenoble. oui, oui, oui. Il a dit, on sait que contre Lens, il ne faut surtout pas se découvrir. Voilà, donc vous avez affaire à des équipes hyper regroupées. Grenoble Et n'était pas vu pour jouer beaucoup mieux que le nul. Hein. Il y en a pas un Et qui va juste venir à la dernier mot, Lens pour jouer. juste un dernier mot, j'ai eu cet après-midi des gens au Racing Club de Lens au téléphone. Je peux vous dire que la perspective du PSE, et ça, on avait dit, moi le premier, je m'étais trompé, j'avais dit que ça aurait aucune influence sur les résultats, ça a complètement pourri l'ambiance en interne. En interne. Aujourd'hui, l'ambiance à la Gaillette et est ça rebondit sur les Ça joueurs. rejaillit sur le pourri sportif. de chez pourri, et ça rejaillit quand les joueurs On dit blessés... que les joueurs sont égoïstes. Quand les joueurs, eh ben pas tant que ça. Quand les joueurs blessés sont chez le kiné et qu'ils entendent des conversations au staff médical qui va partir, de démission, le docteur Noisette est parti, Oui. etc., eh bien, je pense que dans un sport aussi mental que le foot, parce que c'est là-dessus que les détails se jouent, eh ben, je pense que ça a plombé l'ambiance générale du club. Ouais, alors comment ça se passe? Vous avez pas d'infos de votre ami Eric Roy, vous? Non, il est- Tony. il est aux abonnés absents en ce moment, Eric. Ah, vous êtes ami avec Eric Roy, Ah bah oui. John Quinto. Relation très, D'accord. entre guillemets, profonde, professionnelle. D'accord. Jean-Marc Devray. Bah moi, j'ai rejoint un petit peu Benoît, alors pas spécialement sur l'histoire du PSE, mais je crois que le problème actuellement des joueurs lensois, c'est vraiment un problème mental. Alors peut-être dû aux incertitudes qui tournent autour, mais déjà sur leurs résultats. Je rappelle que le match catastrophique au Havre survenait après la victoire 5-0 contre le Gazélec, où ils se sont vus plus beaux qu'ils l'étaient. Ça a cassé cette dynamique. Après, ils n'ont pas réussi à repartir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, samedi, après le match nul contre Grenoble, qui je rappelle quand même est quand même 5e du championnat, Oui. qui a été Oui, 5e. c'est C'était un un match, match, c'est c'est un un match, match. oui, exactement. Oui. On a quand même entendu beaucoup de gens qui étaient soulagés parce qu'ils avaient mis fin à la spirale de la défaite, et tout n'était pas négatif parce que bon, ils avaient retrouvé une solidité défensive, et puis bon, ils ont eu quand même des occasions. Le match et le résultat ne sont pas parfaits, mais bon, ça quand même, c'est quand même assez révélateur qu'on se contente de peu, notamment maintenant les joueurs se contentent de peu. Un match nul, finalement, Alors, ça les rassure. Alors c'est vrai, ce qui n'est pas catastrophique, c'est que on parle de la 4 matchs, ça fait un mois, hein. Ça fait un mois que ça pédale dans la semoule un peu du côté du Racing Club de Lens, mais malgré tout, ils sont qu'à 4 points du premier. Oui, hein. mais parce qu'il y a Peut-être pas- les premiers, ça piétine aussi. Ce week-end, ça a perdu, hein. Lorient a été perdu, battu. bien sûr. Il y a 3 semaines, on parlait du Havre, où il y a un mois, comme si que moi, le Havre, il m'impressionne pas. Moi non plus. Tous les ans, on les voit pas, on les voit, c'est Exactement, je suis d'accord avec vous. les montagnes russes. Et tous les clubs, la Paris FC qui était l'arrivée, Oui. ils sont revenus dans la course, Oui. ils sont devant Lens. Oui. Alors ont qu'il y a la encore 3 défense semaines, ils championnat. étaient 10e ou 12e. Je veux dire, il y a plein d'équipes qui peuvent. Pour moi, il y en a une équipe qui paraît être solide et qui maintient le cap, c'est Metz. Tous les autres équipes, Landreau, on voit que c'est plus facile de parler
de parler à la radio, à la télé, que d'entraîner, avec des objectifs précis. Auditeurs de Lens, vous pouvez réagir aussi sur le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et sur le nôtre, le Facebook de France Bleu Nord. On a beaucoup de réactions, je vous en donne quelques-unes. Il y a Maurice qui nous dit que Lens retombe dans ses travers, pas de cohésion d'équipe, pas d'efforts les uns pour les autres. Alors est-ce que c'est un lien ça, peut-être dur, ou pas? C'est un peu dur. C'est dur, mais ça fait partie des critiques. Une question aussi de Dominique qui nous dit pourquoi, alors que les titulaires ont du mal, on parlait tout à l'heure de Kiei et de Gomis qui est bien marqué, pourquoi ne pas essayer Madri, pourquoi ne pas essayer Chouillard par exemple? Madri, il revient de blessure, où on en est avec Madri? Chouillard, il joue un peu les fins de match, mais pas beaucoup de titularisation. C'est lui qui a marqué en coupe, non? Oui, en Coupe de France, mais pas en championnat. Oui, voilà. La réponse est très simple, c'est que je pense, à mon sens, que Chouillard est moins bon que Ambrose, en tout cas en ce moment, est moins bon que Ambrose et Gomis. Ça marche. Madri, ce garçon est quand même une énigme, et je vais quand même peut-être pas dévoiler quelque chose, mais quand il est blessé il y a plus d'1 an et demi, il y a des gens au corps médical qui avaient des très très grosses inquiétudes sur la suite de sa carrière. Alors je veux pas lui porter la poisse, mais je trouve que le temps que prend le club, on nous dit ouais on prend le temps qu'il revienne, mais moi je trouve que le temps, alors il est pas mal en réserve quand il joue. Moi je suis très étonné et très surpris pour l'avenir de ce garçon. Benoît, vous étiez avec notre ami Bastien Ducrot, vous avez commenté le match samedi. Oui. Et au niveau du public, comment ça réagit par rapport à la... on marque pas de but déjà. Déjà, il y avait 21 000. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu plan-plan. Très honnêtement, bon, il y a les traditionnels chants d'avant-match et de mi-temps, mais globalement, il faisait froid, il faisait humide, il y avait du vent, mais c'était assez plan-plan. Mais il n'y a pas de rébellion. Et il n'y a pas de rébellion C'est-à-dire que le public, alors, les joueurs sont sensibles au futur plan social, alors que le public s'en fout. Ah, le public s'en... Ah oui, non, mais ça, c'est autre chose. Mais moi, je peux vous dire un truc, Christian, c'est que les supporters à Lens, ils ne peuvent pas imaginer une seule seconde que Lens ne monte pas en Ligue 1. Ça veut dire que tant que Lens est 4e, qui sont au stade. Bien sûr, le supporter en général. 4e, 3e, second, ils se disent une contre-performance, etc. Voilà. Philippe Montagnier a une belle cote d'amour auprès du public. Et il mérite. Les dirigeants ont trouvé un terrain d'entente. On n'ira pas plus loin, mais ils ont un terrain d'entente avec les sections de supporters. Voilà. Et surtout, les joueurs, ils jouent bien le jeu. Les joueurs, ils sont sympas. Ils vont après les matchs voir les joueurs. Pour l'instant, il y a un motus vivendi autour du projet collectif de montée. Mais si ça ne monte pas, ce sera compliqué. Et juste pour terminer, les 5 dernières minutes contre Grenoble, ça a quand même copieusement sifflé dans les tribunes d'ennui, j'ai envie de dire. Cédric Van Goten. Grenoble sera la surprise de championnat, je l'avais dit, je le maintiens, mais on réécoutera les replays. Benoît, il me dit ça depuis 5 ans. Non, il y a toujours un promu qui fait la surprise et vous verrez que ce sera Grenoble. Mais quand même, Benoît. Yves Berger, c'est un bon entraîneur. Ouais, Benoît, quand même. Moi, je veux bien qu'il y ait le tir sur le poteau de Gomis et puis la tête de Tarat, mais il faut compter aussi dans le sens inverse en ce cas-là. Il y a l'action, la partie de billard dans la surface avec la barre bien de sûr, Lucas et au-delà de ça. Là, ils le prennent pas. Et au-delà de ça, quand même, pour quelqu'un qui veut monter, avoir 2 occasions durant tout le match, c'est quand même grave. Monsieur l'agent. Et j'ai pas fini. Terminé. Et comme dirait Jean-Marc, quand on voit la réaction d'après-match, je veux dire, on a stoppé l'hémorragie, on a enfin pris un point. Ça m'a intrigué aussi à la radio. C'est quand même, pour une équipe qui veut monter et qui doit se mettre en condition de monter, quand même assez alarmant, alertant. C'est petit bras, on va dire. Mais on peut se mettre... Non, mais attendez, Damien Perkis m'avait dit le même avant le derby. Il m'avait dit la même chose. Il m'avait dit, ils avaient fait match nul chez eux devant un mal classé et ils étaient contents du résultat. Mais il m'avait dit, ça nous permet d'arrêter l'hémorragie. Christian, Damien Perkis n'a pas les mêmes ambitions que le Racing Club de Lens, Christian. Donc, ce qui peut être entendu par le gardien de Valenciennes a du mal à passer pour un club comme Lens qui veut monter. Mais monsieur l'agent, est-ce que vous savez quand même que le championnat de Ligue 2 est un championnat pourri, très difficile, avec 80% de matchs qui ne sont que du combat de chiffonnier sur un terrain vert, où il est excessivement compliqué de gagner les matchs, et notamment à domicile, parce que l'adversaire défend merveilleusement bien. C'est pas de la Ligue 1, c'est du combat permanent. Ça veut dire que pour monter en Ligue 1, il faut être capable de gagner
des matchs de merde, des matchs où il n'y a pas de spectacle, où il n'y a rien, et vous allez gagner sur un but de raccro, un peu de chance, un but contre son camp. Donc oui, Lens a été flamboyant à l'occasion de certains matchs, notamment en été quand les terrains étaient nickel. Aujourd'hui, les terrains commencent à être moins bons. Mais c'est vrai pour tout le monde, ça, Benoît. Ça ne facilite pas. Les ballons, ils sont glissants. Non, ça facilite les équipes qui défendent. Et aujourd'hui, il y a des adversaires qui savent bloquer le schéma de jeu de Montagnier, etc., etc. Donc, moi, je trouve que de réclamer, au nom de l'ambition lensoise de monter en Ligue 1, de réclamer du beau jeu à tous les matchs, c'est complètement hypocrite. Allez, Je réclame pas du beau jeu, je réclame de la victoire. On a fini avec Lens. Ouais, mais on va juste terminer la partie sur Lens en rappelant que Lens 4e ira chez le 3e Lorient vendredi prochain, donc un gros match avant de recevoir Brest dans 8 jours. Brest qui est dauphin du championnat. Dans un révélateur breton, on peut totalement dire. Deux révélateurs à la suite. Dans un quart d'heure, Christian, on aura le traditionnel Palcapif. Alors de quel match va-t-on parler? Quel pronostic? Vous venez de parler de Lens qui va à Lorient. Ce sera sur ce match-là, mais ce sera aussi sur le match de Ligue 2 qui se joue en même temps. Ce sera en direct sur l'antenne de France Bleu Nord. Valenciennes qui reçoit sur le PFC. Et puis le lendemain, Lille qui reçoit Lyon, le gros match. Tribune Nord, c'est aussi en vidéo sur les Facebook de France Bleu Nord et de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Alors, on va passer 19h40. C'est l'heure de parler un peu des réseaux sociaux. La revue du net, c'est vous, Maxime. Et on commence cette revue du net avec un ancien Lillois dont Tony a déjà un peu parlé en début d'émission. C'est évidemment Eden Hazard. Alors impossible de ne pas en parler parce qu'hier il était invité du Canal Football Club. On a vu un Eden Hazard assez sans langue de bois, qui a vraiment répondu aux questions et qui, voilà, comme Tony le disait tout à l'heure, a dit que le PSG, il y a eu des contacts cet été, mais il n'y est pas allé et que s'il revient en Ligue 1, ce sera Lille ou rien. Lille ou seulement Lille. Forcément, avec un tel aplomb dans sa réponse, il a récolté une pluie d'éloges, de remerciements, de déclarations d'amour, même sur les réseaux sociaux de la part des supporters lillois. Alors, messieurs, je voulais vous faire réagir quand même très rapidement là-dessus. Un retour au LOSC, si ça se fait, déjà ce sera pas pour tout de suite, mais est-ce que si le Paris Saint-Germain revient à la charge avec un bon chèque et un bon salaire, Eden Hazard pourrait pas ne pas tenir sa promesse? Benoît, allez-y. Alors, deux petites choses. Avec Neymar et Mbappé, je vois pas où ils joueraient. Okay, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je trouve que de faire, pardonnez-moi, de la lèche comme ça à son ancien club, c'est d'un dégoulinant, d'un médiocre. Attendez, j'ai quand même le droit d'avoir cet avis. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Vous savez, tous les joueurs de foot qui disent, pour les Belges, tous les joueurs de foot qui disent, ah non mais ce club-là, c'est mon club de cœur. Oui, mais je m'en vais parce que là-bas, je vais gagner 15 fois plus. Bon, arrêtons de penser qu'il est de l'émotion pour le club qui l'a formé. Bien sûr, mais qui dit je vais revenir au LOSC au salaire où il est, c'est complètement hypocrite. C'est complètement hypocrite. Mais voilà, tant mieux qu'ils disent du bien de Lille. Bravo. Deuxième à 35 ans. Hein. Deuxième information. Ou à 45. Deuxième information, messieurs, que je voulais développer dans cette revue du net, ce sont les Lensois qui vont croiser une vieille connaissance lors de leur prochain tour de Coupe de France. Le tirage au sort a eu lieu mardi. Ce sera le 8e tour de la Coupe de France le week-end du 8 décembre. Les Lensois vont se rendre à Versailles, au FC Versailles National 3, donc c'est l'équivalent de l'ancienne Feu, la CFA2, 5e niveau du championnat de France. Et qui est le gardien de Versailles, messieurs? Warmeuse Charles Itange, l'ancien gardien du RC Lens, exactement, gardien de 2001 à 2007. Près de 200 matchs quand même avec le RC Lens avant de signer à Versailles. C'est un excellent exemple parce que je dis toujours que Mike Maignan fera une carrière à la Charlie Tange, et ben vous verrez, il finira à Versailles ou à Drancy, Mike Maignan. Et puis pour après passer par l'Olympiakos, en Turquie, il est parisien. L'Angleterre aussi. Il est allé à Liverpool, mais il n'a pas beaucoup. Il a quasiment pas joué. 4e gardien Liverpool. Et puis il s'est ensuite un peu perdu en Grèce et en Turquie. Pour clore cette revue du net, on continue sur la Coupe du France, mais féminine cette fois, pour signaler et même souligner la victoire. Alors c'est entre guillemets seulement les 64e de finale des féminines, mais Valenciennes accueillait Saint-Denis, le club de région parisienne, ce week-end. C'était la première fois que les féminines de Valenciennes disputaient un match au stade du Hainaut, donc le même stade que les messieurs. Et bien elles se sont imposées 2-0, alors qu'il y a 2 différences d'écart entre Valenciennes et Saint-Denis. Saint-Denis qui évolue en 2e division féminine. Et puis je vous conseille d'aller voir sur le compte Twitter du club de Valenciennes. Ils ont retweeté le premier but de leur capitaine Angélique Decaux. Elle a mis un coup franc direct, pied gauche, dans la lucarne opposée. C'était magnifique. Je vous conseille d'aller voir ce but.
Tribune, LOSC, Christian Palka, Maxime Lichtevoet. Est-ce que je peux dire juste un petit mot par rapport aux réseaux sociaux? Il est l'heure de passer au Je troisième titre, voudrais oui. défendre Bastien Ducrot, notre collègue Oui. avec qui j'ai commenté le match samedi. Il avait fait un tweet la semaine dernière concernant les débordements de certains Un supporters, gentil etc. garçon, en plus, Il Bastien. s'est fait pourrir sur Ah oui, Twitter, bah oui, etc., bon, etc. C'est un scandale. C'est un Il y scandale, en a bah marre oui. des gens Bah oui, cachés oui. sous des pseudos Non, mais, qui déversent leur haine en permanence. Je sais que la mode aujourd'hui, c'est de Je suis fustiger d'accord les avec vous, là, je vous journalistes. suis à 100%. Mais à un moment donné, Bastien Ducrot, il a le droit de dire Exactement. que certains abîment l'image du Racing Club de Lens. Voilà. Et- Ça me semble pas terrible de dire ça. Il a eu raison de le faire. Bastien, ne t'inquiète pas, dans cette affaire-là, on est derrière toi. Voilà, 19h44. Alors, le troisième thème, c'est bien évidemment Lille. On a inversé, donc on finit avec Lille. Alors, je rappelle qu'autour de la table, Maxime Lichtevoet, France 3 Nord-Pas-de-Calais, Benoît de Quevauvillers, Médiacité, mais aussi France Bleu Nord, naturellement. Tony Giaquinto, pas encore France Bleu Nord, mais ancien joueur, sans étiquette. ancien joueur du LOSC, défenseur émérite et manager général du LOSC. Cédric Van Gotem, agent de joueur. Vous trouvez pas que notre agent, à l'approche du mercato, il a le sourire? Bien sûr. Je l'ai jamais vu aussi rayonnant. Et Jean-Marc, Il a mis une belle chemise. et Ah, Jean- c'est- voilà, et il manque la Jean-Marc cravate. et Jean-Marc Devray, j'ai envie de dire, je vais le dire, pas le cas de France 3, quoi. Ah, on a le même boulot, quoi. Ah, enfin, à peu près. Enfin, il est voilà. beaucoup plus jeune que vous, quand même. Bah oui. Bah oui, bah, je le fais bien, on se voit souvent, Jean-Marc. Mais je roule moins vite en vélo, quand même. Voilà, alors, Lille battue hier à Nice. Est-ce qu'on s'y attendait? 2-0. Lille, pourquoi Lille n'arrive plus aussi à marquer? Ça va être le sujet principal en début de rubrique, et vous allez nous expliquer, Maxime Lichtevoet, avec vos stats, peut-être une des raisons. Dans les stats, il y a peut-être un début de réponse. Totalement, c'est l'inefficacité, le manque de réalisme, ou l'inefficacité, ça va avec des attaquants lillois depuis maintenant 4 matchs, toutes compétitions confondues, parce que si on compte le match de Coupe de la Ligue perdu à Strasbourg, la défaite au Parc des Princes, ensuite le match nul 0-0 face à Strasbourg, et là la défaite à Nice, ça fait un seul but en 4 matchs pour Lille, et puis c'était sur penalty de la part de Nicolas Pepe. Donc voilà, les Lillois ont beaucoup plus de mal à marquer ces derniers temps. On l'a vu hier à Nice, les Lillois ont eu 12 corners, mais vraiment aucun qui n'a vraiment donné une occasion franche. Ils ont tiré 9 fois, mais sans réussite. Donc voilà, toute compétition confondue, il y a 3 défaites et un match nul pour le LOSC. C'est un peu comme Lens, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu inquiétant, même si Lille est toujours dans le bon wagon pour le podium et pour l'Europe. Ils sont 4e avec 26 points. Enfin, dernier élément intéressant sur lequel je voulais insister, c'est le classement à l'extérieur. Parce que même si Lille a peut-être rencontré des adversaires un peu meilleurs en déplacement, Lille n'est quand même que 14e au classement des matchs à l'extérieur. Et ça, c'est peut-être un signe d'une petite fébrilité qui commence à se développer. Ça n'arrive pas à endiguer côté Lillois. Et on va rajouter, le match a été commenté par notre rédacteur en chef Arnaud Bousquet. Il est rentré cet après-midi, donc j'ai discuté un petit peu avec, et je lui ai dit, mais il me dit, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo. Il nous a dit aussi, il y avait, Galtier a mis 7 attaquants. Il a fait tourner, et pratiquement, entre les 4 attaquants titulaires et 3 remplaçants. Pas vraiment d'occasion, quoi, des vraies occasions. Allez-y, Benoît. Je sais pas, je pose une question. Est-ce que Patrick Vieira n'est pas plus fin tacticien que Christophe Galtier? Quand on voit le scénario du match, Lille a démarré très fort. Ils ont eu un premier quart d'heure très intéressant. C'est pas la question. Nice leur a quelque part un peu abandonné le jeu. Ils les ont tués sur un mauvais positionnement, un mauvais repli défensif sur le premier but. Bon, je sais pas, c'est une question que je pose. Moi, je crois que les équipes adverses ont commencé maintenant à bien décortiquer et disséquer le jeu lillois qui est fait de... Non, mais à partir de là, c'est aux attaquants de trouver la parade. Bon, on a tous ici, dans la presse, dit le LOSC, les attaquants, on les voit bientôt signer au Real de Madrid et à Barcelone. Il y a de ça un mois, les Pépé, les Bomba et compagnie. Bon, le jeu le plus facile en football, c'est de courir vite. C'est pas de dribbler. Bon, quand tu as la pêche d'aller plus vite que ton adversaire, tu arrives avant lui sur le ballon et tu auras des occasions. À partir du moment où l'adversaire est plus intelligent que toi dans le placement, dans le replacement et dans le placement, dans le contre, si tu ne mets pas un peu de valeur technique et tactique, tu vas te heurter sans arrêt dans le mur. Et c'est ce qui se passe. À mon avis, ça joue moins
au ballon, alors qu'il devrait jouer plus au ballon, plutôt que de faire, entre guillemets, de l'athlétisme. Moi, j'ai ma question, mais avant de la poser, je vais donner la parole à Cédric Van Gothem et après à Jean-Marc Devray. Alors déjà, Nice reste sur 5 victoires consécutives. Donc 4, on est il me semble. 4 plus le match de coupe. Ça fait 5, donc ça fait 5. Donc ça veut dire qu'on c'était une équipe Dynamique. en forme. Ils ont marqué beaucoup de buts. Hein. Et je suis d'accord avec Tony, parce que là on parle des matchs où il n'y a pas eu forcément de résultat au but, mais même la victoire contre Caen, c'était passé Eric Erac. Donc même quand on gagnait dernièrement, le problème était là. Je suis d'accord avec Tony, quand c'est comme ça, quand ce qu'on faisait depuis le début de saison ne marche plus, faut trouver d'autres solutions. Galtier hier a dit mes attaquants ont joué pour attaquer mais pas pour marquer. Non, mais, il a pointé un manque de détermination dans l'animation. Il a reconnu. Il l'a dit. Et j'ajouterais que ces défenseurs ont joué pour défendre mais pas pour prendre de but, parce qu'il y a quand même 2 belles erreurs défensives sur les 2 buts. Bah, il risque pas, avec un grand gardien comme Maignan, il risque pas grand chose. Il manquait 2 titulaires en défense, Soumaoro et Ballo-Touré, peut-être que ça a joué. Mais c'est pour ça qu'on a des effectifs de 23. Les absents étaient plutôt au milieu de terrain ou derrière. Mais en fait, moi, je crois que c'est surtout l'animation offensive qui a souffert, puisque la fameuse triplette, la fameuse bip-bip, Ikoné, Bamba, Pépé a pêché. Il y a que Jonathan Ikoné qui a un petit peu surnagé. Par contre, Pépé et Bamba ont complètement coulé. Et c'est ce qui explique cette inefficacité qui était flagrante hier. Et en plus, effectivement, Christophe Galtier, conscient de cette situation, a fait rentrer 3 nouveaux attaquants derrière, parce que Rui Fontaine était également totalement transparent. Donc il a fait rentrer Léao, il a fait rentrer Loïc Rémy, et il a fait rentrer donc aussi le fameux Loïc Rémy. Donc voilà, le fameux Loïc Rémy qui a malheureusement pas marqué de points. Et Luis Araujo qui est manqué aussi. Ils ont été tout aussi inefficaces que les 3 précédents. Alors, donc la question, c'est un peu la même que pour Lens. Pourquoi ces joueurs, d'un seul coup, ils arrêtent d'être performants? Alors, il peut avoir une baisse de forme. On peut pas toujours être au pic de forme. On en a parlé chaque semaine. On leur a parlé. Mais oui, mais attendez. On a parlé beaucoup pardon, excuse-moi Benoît. Dans l'équipe, il y a les articles sans arrêt sur ces 3 joueurs qu'a cité Jean-Marc. On a peut-être oublié l'animation plus globale de l'équipe. L'animation globale. Et puis peut-être que ces 3 joueurs ont été sélectionnés en espoir et Pépé avec la Côte d'Ivoire. Alors, ils n'ont pas arrêté. Alors peut-être, ils n'ont pas arrêté, et peut-être que dans leur tête, ils lisent la presse. Ah bah tiens, on parle de moi que je pourrais peut-être demain. Donc peut-être que dans leur tête, il y a moins de concentration, peut-être aussi un manque de motivation pour les matchs actuels. Mais il y a une raison. Il y a une raison qui pour moi n'est pas physique. On est que on est mi-novembre. Ils ont 25 professionnels, ils font pas tous les matchs, ils n'ont pas joué en Coupe de la Ligue. Bon, il y a quand même des plages de récupération. Donc pour moi, si le joueur fait ce qu'il faut dans la partie invisible de sa préparation, il n'y a pas de raison d'arriver fatigué au mois de novembre. Non, c'est un problème, à mon avis, mental, de motivation et de concentration par rapport à l'objectif du jour. J'étais en l'équipe de France Espoir, peut-être que demain. Attendez. Il marquait à chaque fois. Pardon, excuse-moi, Christian. Lorsque Léao, il marque contre Caen, ici un peu, je suis pas venu après le match, mais je vous ai écouté à la radio, autant après, oh là là, quel but! Ah bon, quel but! Il est parti dans l'espace entre 2 joueurs, il est allé, oh là là, quel joueur! C'est une pépite. Ah bon, elle a pas brillé beaucoup, la pépite, hein. Je crois qu'il faut être modéré dans nos propos quand un jeune marque un but, on dit c'est exceptionnel, celui-là. Moi, Léao, il m'a rien montré. Attendez, reconnaissez qu'au début, on a. Et j'ai vu un de mes anciens coéquipiers qui était au match. Il m'a dit Tony, à part le but de Léao, tous ses déplacements étaient à 50%. Non, mais reconnaissez qu'au début, il marquait facilement les buts. Oui, parce que, je l'ai déjà dit, lorsque Saint-Etienne vient à Lille, sur le premier corner pour Saint-Etienne, il y a une erreur tactique de la part du staff stéphanois, c'est de mettre personne sur Bamba en position d'ailier gauche, et que sur le ballon dégagé par un Lillois, il y a une contre-attaque, et Saint-Etienne risque de prendre un but au bout de 40. Ça, c'est une faute professionnelle, avec tous les moyens qu'ils ont. Donc aujourd'hui, ils ont peut-être mieux analysé le jeu lillois. J'en conclus, on va arriver à la fin. À la fin, on va passer. Oui, allez-y, Benoît. Juste un petit mot. Je voudrais quand même faire remarquer que Lille était sans Thiago Mendes, qui est le maître à jouer depuis le début de saison. Lens, tout à l'heure, était sans Walid Mesloub, suspendu, également, qui est la rampe de lancement général des attaquants. Et qui peut marquer des buts. Et Philippe Insberger a bien précisé que si Lens avait eu Mesloub, ça n'aurait pas du tout été le même match. Donc, vous pointez un problème de banc.
Les remplaçants sont certainement pas Maya n'est pas au niveau de Mendes. Oui, c'est pour ça qu'il est remplaçant. Christian, allez-y. J'avais une question à poser, mais là, on va passer au Palcapif. On passe au Palcapif. Le Palcapif. Un rapide coup d'œil au pronostic de la semaine passée pour vous dire que, messieurs, ça ne va pas du tout. Seulement un bon pronostic pour Benoît qui avait vu le nul, qui avait vu venir le nul de Lens. Tony avait bien pronostiqué la défaite de Lille. Et Christian, vous aviez anticipé le nul de Valenciennes. Pour les autres, donc Jean-Marc, moi, je le reconnais, c'est un 0 pointé. Et au classement, au classement général, dans c'est de le meilleur. meilleures conditions. Messieurs, s'il vous plaît, écoutez Maxime. Je dois le reconnaître, ça me fait un peu mal, mais c'est Benoît Descomovillé qui est à la tête du classement des pronostics. Mais attendez, on n'est qu'à la 15e journée, il y en a 38. Hein. Pour l'instant, je mène le peloton, mon cher Christian. On verra pour la suite. Christian Palka, monsieur Palka, on va faire les pronostics pour la semaine à venir. Alors, on a Lille-Lyon, Lorient-Lens, Valenciennes, PFC. Vous voulez que je commence ? Je prends les notes, vous pouvez commencer, je terminerai. Alors, je commence. Alors, Valenciennes, PFC. Le PFC, je vais mettre match nul. Ils vont pas gagner chez eux, mais ils vont faire match nul. Ils vont pas perdre non plus. J'attends un exploit de Lens. Là, je vais me mouiller un peu. Je pense que Lens peut battre Lorient. Michael Landreau, c'est mon copain, j'aime bien, mais tant pis, Lens. Je pense que Lens peut gagner, d'autant que Lorient a perdu. Et puis, Lille-Lyon. Allez, nouvelle victoire. Lille renoue avec la victoire à domicile face à Lyon. Jean-Marc, à votre tour, votre pronostic. Alors, j'essaie d'être meilleur que la semaine dernière. Alors, pour LOSC Lyon, je me pose beaucoup de questions. Actuellement, Lyon est au-dessus du LOSC, ça c'est incontestable. Mais ils vont jouer en Coupe d'Europe aujourd'hui, mais pas samedi. Et ils joueront demain contre City. Et ils joueront un match important et très difficile en Ligue des Champions. Et on sait que la Ligue des Champions prend beaucoup d'énergie aux joueurs. Donc, allez, je vais jouer un match nul. Pour ce qui est de Lorient-Lens, je me pose des questions sur le niveau actuel de Lens. Donc, allez, je suis assez pessimiste et je vais pronostiquer Lorient. Et pour Valenciennes Paris FC, Paris FC c'est une équipe qui joue qui joue vraiment le jeu fermé, donc je verrai un match nul 0-0. Match nul. Il va falloir aller un peu plus vite, messieurs, pour les derniers pronostics. Cédric Van Gotem, votre tour. Valenciennes-Paris, un match nul. Lorient-Lens, un match nul, puisque on fait beaucoup d'hémorragie. Et Lille-Lyon, c'est vrai que le match de Lyon en Ligue des Champions va avoir une importance considérable et peut avoir une incidence, mais on va dire match nul. 3 matchs nuls donc. Tony, moi, je vois pas une équipe nordiste gagner. Je vois Paris gagner à Valenciennes, une équipe solide. Lens, je vais penser à mon ami Eric, donc je les vois faire match nul à Lorient. Et puis Lille, je les vois pas battre Lyon, je les vois faire match nul un partout. Vous me rappelez juste le résultat de Valenciennes, j'ai pas bien entendu. 0-1, donc victoire de Paris. Du PFC. Ok, ça marche. Benoît. Victoire du LOSC. Match nul de Lens à Lorient. Et même si je crois plus c'est une défaite, mais je mets un nul. Et Valenciennes Paris. Dites victoire. Nul. Nul. Eh bien, pour moi, ce sera un match nul entre Lille et Lyon. Une victoire de Lens aussi. Allez, je me mouille comme Christian. Une victoire de Lens à Lorient. Et puis, une victoire de Valenciennes qui va enchaîner, je pense, un 3e match sans défaite. À chaque émission, vous ressemblez un peu plus à Christian Palka. Allez, voilà, cette émission, messieurs, on est en retard là maintenant. Cette émission est terminée. Merci, Christian, faut le reconnaître rapidement. Merci, Maxime Lectevoot de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Merci, Benoît de Quemovillé, Mediafité.